Bonjour à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. L'Afrique planche sur les questions des droits de l'homme à Addis Abeba. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, participe aux travaux de ce 26e sommet de l'Union africaine. La lutte contre le terrorisme, la situation au Burundi et le financement de l'Union africaine étaient également au menu des échanges. 33 morts, dont 3 terroristes, c'est le bilan des attaques terroristes qui ont endeuillé le Burkina Faso le 15 janvier dernier. Quelle stratégie a été mise en place pour neutraliser les terroristes et comment l'assaut contre l'hôtel Splendide et Taxi Brousse, lieu de retranchement des terroristes, a été mené? Des réponses dans ce journal avec le capitaine Hervé Yé, directeur de la communication et des relations publiques de la gendarmerie nationale. Et puis la Syrie, toujours plongée dans le chaos. Un triple attentat a fait une 60aine de morts ce dimanche dans la banlieue de Damas. Les attaques ont été revendiquées par l'État islamique. Toutes nos excuses pour ce journal qui débute avec un léger retard dû à des problèmes techniques. Les travaux de la 26e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se sont ouverts hier à Addis Abeba. Le président du Faso prend part à cette rencontre avec ses pairs. Ils ont discuté des questions liées au terrorisme, à la solidarité entre Africains et au financement de l'Union. Mais c'est surtout les questions de droits de l'homme avec un accent particulier sur les droits de la femme qui ont été au centre de ce sommet. Le point avec nos envoyés spéciaux Souleymane Sanou et Fousseni Kindo. Un sommet sur les questions importantes du continent. La 26e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, ouverte ce samedi à Addis Abeba, discute du terrorisme, mais pas seulement. La situation au Burundi, avec l'envoi probable de troupes d'interposition et la question des rapports entre la CPI et l'Afrique s'est invitée au débat. Certains pays du continent, comme la Gambie, s'opposent jusque-là à l'envoi de troupes au Burundi, mais la majorité plaide pour une solution politique et diplomatique. Sur le sujet concernant la CPI, la Cour pénale internationale, de plus en plus de voix s'élèvent sur le continent pour la sortie de l'Afrique de cette institution. Et dans la capitale éthiopienne, les chefs d'État africains veulent davantage mûrir la question. À l'ouverture des travaux, le président tchadien Idriss Déby Itno, nouveau président en exercice de l'Union africaine, a insisté sur la nécessité pour les pays du continent de mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. Je réitère mon appel à l'Afrique afin qu'elle prenne son destin en main, qu'elle assure elle-même sa sécurité. Elle a les moyens humains et matériels qui peuvent être mobilisés dans le cadre de la CARIC et de la Force africaine en entente. Les travaux se poursuivent toujours à huis clos et des résolutions sont attendues pour la fin prévue ce soir. Retour dans ce journal sur les attaques terroristes du 15 janvier 2016 à Ouagadougou. Ces jours-là, aux environs de 19h30, un commando de 3 terroristes attaque l'hôtel Splendide et le café Cappuccino en plein cœur de Ouagadougou. L'assaut des forces de défense et de sécurité permettra de neutraliser les assaillants le samedi très tôt dans la matinée. Retour en image sur l'assaut des forces de défense et de sécurité avec Frédéric Etienne Bassenga. Ils avancent en rang serré pour l'assaut final. Il est 7h30. La scène est filmée depuis les locaux de la SONAGES. Soudain, les premiers coups de feu retentissent et deviennent de plus en plus nourris. Dans cette salle obscure, un officier nous empêche de sortir. Le risque devient considérable.
Sur cette image prise de loin, on peut apercevoir les blindés positionnés devant le Cappuccino face à l'hôtel Splendide. Il est en ce moment possible de filmer depuis la devanture du ministère de la Fonction publique. Les secours profitent également pour évacuer les rescapés avec tous les risques, comme ce gendarme qui évite de payer une balle djihadiste. Des rescapés abattus, plongés dans le désarroi, la mort dans l'âme. À la fin de l'assaut, le spectacle est désolant. La façade de l'hôtel est noircie par les flammes. Devant l'établissement, une dizaine de voitures calcinées. Le bilan dressé par le procureur du Faso fait état de 33 morts, dont 3 terroristes et 71 blessés. Notre invité est le capitaine Guy Hervé Yé, directeur de la communication et des relations publiques de la gendarmerie nationale. Bonsoir, capitaine. Bonsoir, monsieur Sagnan. Alors, les attaques ont débuté ce jour-là aux environs de 19h30. Il y a beaucoup de critiques qui ont été faites à l'endroit des forces de défense et de sécurité au regard du retard pris par ces forces-là pour arriver sur le terrain. À quelle heure concrètement vous êtes arrivé sur le terrain? Merci. Permettez-moi d'abord de remercier toute votre équipe de la rédaction, la RTB, pour cette occasion qui m'est donnée de m'exprimer sur vos antennes. Je m'en voudrais également de ne pas saluer le courage, la ténacité et l'esprit de responsabilité dont ont fait montre les femmes et hommes de médias ce jour-là, lors de ces moments tragiques. Pour répondre à votre question, je voudrais vous brosser rapidement le contexte dans lequel on était déjà ce soir du 15 janvier. D'abord, plus tôt dans la journée ce 15 janvier, un convoi de gendarmes et d'autorités préfectorales essuyait une attaque violente où nous avons déploré des pertes en vie humaine dans le secteur de Tinabao à Tinakov. Nous avons perdu 2 personnes, un gendarme et un civil, et 2 autres blessés ont été évacués par la suite à Ouagadougou. Les forces, d'une manière générale, étaient déjà dans la gestion de cette crise au moment où l'attaque du 15 janvier sur l'avenue Kwame Nkrumah s'est déclenchée. Ensuite, depuis quelque temps, il faut le souligner, nous faisons face à un certain nombre de fausses alertes. En effet, il est fréquent que les forces de sécurité, d'une manière générale, reçoivent des alertes faisant cas de certains tirs dans certaines villes, dans certains quartiers de la ville de Ouagadougou. On dira par exemple, oui, ils tirent, j'entends des tirs à Karpala, oui, j'entends des tirs au niveau de Gungan, etc., etc. Donc ces genres de choses-là, ça peut peut-être expliquer en partie déjà le fait que l'alerte a été déclenchée assez tard. On a mis du temps à se rendre compte qu'effectivement il y avait quelque chose qui se passait sur Kwame Nkrumah. Bien sûr, cela n'excuse pas ce retard qui a pu être constaté. Et ce qu'on peut dire, c'est que autour de 20 heures déjà, les premiers policiers et gendarmes en civil étaient déjà dans la zone du Cappuccino d'Hôtel Splendide. Ensuite, les brigades anticriminalité, les éléments du commissariat central de Ouagadougou, l'escadron de sécurité et d'intervention de la gendarmerie, le 33e escadron de gendarmerie mobile, la compagnie de gendarmerie de Kadiogo avaient bouclé le périmètre d'abord immédiat et ensuite lointain autour de la zone de Cappuccino, l'hôtel Splendide. Donc c'est que à ce niveau, il faut forcément au reçu du renseignement, il est important de vérifier d'abord. Et la mesure conservatoire qu'il faut prendre, c'est une fois que les unités sont arrivées sur les premiers éléments des forces de sécurité sont arrivés sur le terrain, c'est de faire un bouclage pour permettre à ce que de contenir les dégâts déjà à ce niveau-là. Il faut déjà souligner, malheureusement, vu la violence de l'attaque, les morts, la majorité des morts, sinon la quasi-totalité des morts a été enregistrée au moment des premiers tirs, c'est-à-dire lorsque les terroristes sont arrivés au restaurant Cappuccino, ils se sont mis à tirer
d'abord sur la terrasse et ensuite à l'intérieur du restaurant. Il y a certaines informations qui font état du fait que c'est soit l'armée française d'abord qui est arrivée, même avant les forces de défense et de sécurité du Burkina. Est-ce que vous confirmez cette information? Non, ce n'est pas vrai parce qu'il y avait beaucoup d'observateurs qui étaient sur place. Les forces de sécurité burkinabé étaient présentes bel et bien autour de 20h, 20h15, 20h30. Les unités que je viens de citer avaient déjà réussi à boucler le périmètre lointain et immédiat autour de 20h15. Et je peux dire que déjà autour de 20h30, on avait déjà un grand lot de personnes qui étaient là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les unités d'intervention n'interviennent pas immédiatement. Ça veut dire une fois l'alerte est déclenchée, il est important pour qu'elle fasse un travail de précision, qu'elle récolte un certain nombre de renseignements sur le terrain, de renseignements sur les cibles, savoir quelle est l'attitude, le volume de la menace sur Kwame Nkrumah. Et donc, ça doit prendre du temps parce que si vous ne faites pas ce renseignement-là de façon précise très tôt, vous allez vous mettre des vies en danger et au niveau éventuellement des populations civiles. Sans compter que lorsque ces genres de personnes, de forces aînées, de terroristes voient les forces de sécurité arriver, cela peut fonctionner comme une sorte d'excitant et les amener à commettre un nombre d'exactions sur les civils. D'accord. Alors, de façon concrète, comment vous avez mené l'assaut ces jours-là? Oui, les unités, l'assaut, je peux dire que ce qu'on peut dire déjà, c'est que autour de 22 heures, les premières équipes ont essuyé des tirs, ont eu des champs de tir avec les terroristes autour de 21h45, 21h50. Justement, c'est à ce niveau que 2 gendarmes ont été blessés et malheureusement, un a été amputé hier à la suite de ces blessures-là. Donc 21h50, premier contact avec les unités d'intervention de la gendarmerie nationale et de la police nationale face à ces terroristes. Autour de 22 heures, les éléments de contact de l'unité spéciale de la gendarmerie étaient prêts à donner effectivement l'assaut parce qu'ils avaient réussi à identifier et à situer les 3 djihadistes à l'intérieur du Splendid Hotel. Malheureusement, suite à un certain nombre de renseignements, je vous dis le renseignement est très important à ce niveau, c'est que suite à un certain nombre de renseignements, il a été fait cas de plus de 13 terroristes situés à l'intérieur du Splendid Hotel avec beaucoup d'otages. Si bien que la manœuvre, l'assaut qui était prévu et qui était prêt à être conduit autour de 22 heures a dû être reporté. Suite à cela, c'est après cet instant que les forces françaises, le premier élément des forces françaises a pris contact avec nos équipes sur le terrain et la coordination de la manœuvre finale a été menée. Alors, on ne comprend pas très bien la situation parce que les terroristes d'abord ont été localisés à l'intérieur de l'hôtel Splendid, mais finalement ils ont été abattus à Taxi Brousse. Alors comment ils ont pu sortir de l'hôtel pour se retrouver à Taxi Brousse? C'est une des grosses inconnues de ce jour, de ce soir-là. Mais ce qui peut être dit à ce niveau, c'est que comme j'ai dit, les forces se sont concertées autour de 22h30 pour effectivement voir comment mener l'assaut et mûrir le renseignement donné à l'intérieur de l'hôtel. Ce qui était important parce qu'on avait fait cas de plus de 150 personnes dans l'hôtel, un hôtel qui était vaste. Il fallait absolument préciser le renseignement, savoir où étaient les terroristes, qui étaient, ou s'il y avait des explosifs, etc. Donc, à un moment donné, pour attendre le renfort des troupes françaises et même des renforts au niveau du Burkina Faso, des troupes burkinabées, il a été donné, l'assaut a été prévu pour se dérouler autour de minuit 30. Mais suite à un renseignement à l'intérieur du Cappuccino, on s'est rendu compte que le feu consumait l'intérieur de l'hôtel, du restaurant Cappuccino, et si on n'intervenait pas rapidement, on risquait de mettre en danger la vie d'éventuels survivants à l'arrière du Cappuccino et dans les bâtiments, même au-dessus au niveau du premier étage de ce bâtiment-là. Il a été décidé donc au niveau de la partie burkinabé de mener une manœuvre combinée entre les blindés de l'unité spéciale de la gendarmerie et les véhicules d'incendie des sapeurs-pompiers. Les véhicules blindés étaient censés fonctionner comme tampons
aux djihadistes qui étaient toujours situés au niveau de l'hôtel Splendide. Donc, c'est cette manœuvre qui a permis d'éteindre d'abord le feu au niveau du Cappuccino. Ça s'est terminé autour de minuit et quart. On a pu évacuer aussi certains blessés autour du Cappuccino et au niveau les bâtiments en bas de Palm Beach Hotel. La manœuvre concrètement a démarré autour de minuit 30 avec les forces françaises arrivées en renfort et les différentes unités spéciales de la gendarmerie nationale et l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale. Ce qui peut expliquer que les terroristes se sont retrouvés en temps au niveau du Cappuccino. D'abord, il y a eu un problème de renseignement. Pendant longtemps, les terroristes ont été signalés au niveau de Splendide par les otages qui étaient à l'intérieur. Ensuite, il s'est trouvé que lorsque le feu était éteint et que les troupes, c'est ceux qui avaient conduit cette manœuvre étaient en train de se retirer, on s'est rendu compte que un feu a été déclenché à l'avant du Splendide Hotel, créant un nuage de fumée. Donc, nous pensons que c'est à ce moment précis que les terroristes ont pu quitter le Splendid Hotel pour rejoindre Cappuccino. Et comme tous les otages, tous les rescapés à l'intérieur de l'hôtel Splendid étaient plus ou moins cachés dans les chambres, personne n'a pu donner ce renseignement-là. Donc, l'assaut a été donné. Et l'assaut consistait effectivement à faire éruption dans l'hôtel Splendide et de fouiller tous les compartiments de l'hôtel du bas vers le haut et ensuite du haut vers le bas lorsqu'on s'est rendu compte que on avait libéré tous les otages, qu'on avait fouillé toutes les pièces et qu'on n'avait pas trouvé de terroristes. Alors, des questions autour du temps mis donc pour abattre les terroristes, les gens se disent ils n'étaient que 3, mais pourquoi de 20 heures? Comme vous l'avez dit, dès l'arrivée donc des premières unités sur le terrain jusqu'au matin, le lendemain à 6h, 7h, que finalement les terroristes ont été abattus. Pourquoi tout ce temps pour arriver à vos fins? Parce que la manœuvre amène à situer des priorités. À un moment donné, la priorité était de faire en sorte qu'on puisse sortir la centaine d'otages du Splendide sains et saufs. À ce moment précis, on se focalise sur les otages, éventuellement en étant prêt à réagir si on tombe sur des éventuels terroristes. Donc ça fait que les pièces, c'est plus d'une centaine de pièces à fouiller. L'hôtel Splendide est assez vaste, donc plus d'une centaine d'étages à fouiller avec un personnel qui doit prendre un certain nombre de précautions pour éventuellement éviter qu'il y ait des objets, des explosifs, etc. Ce qui a fait que cette libération même des otages a pris fin autour de 5 heures du matin, où à ce moment, on focalise tout sur les otages, on veut faire en sorte qu'il n'y ait pas de victimes parmi les otages. C'est ce qui a été fait et nous avons réussi à le faire, les unités engagées sur le terrain ont réussi à le faire effectivement autour de 5 heures du matin. Lorsque cela a pris fin, lorsqu'on a vu tout ce monde a été mis en sûreté, les gens se sont organisés maintenant, les unités d'intervention se sont organisées à ce moment maintenant pour intervenir au niveau des terroristes qui avaient été maintenant identifiés, situés clairement au niveau du taxi brousse. Ils se sont organisés et ce qui peut être dit à ce niveau, c'est que on a eu une colonne d'assaut constituée des unités des forces spéciales françaises, de l'unité spéciale de la gendarmerie nationale qui sont passés par l'avant en abordant côté Bank of Africa pour arriver au Cappuccino. À ce moment, l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale était du côté de Yibi, en mesure d'appuyer éventuellement pour que cette avancée ne soit pas perturbée par ces gens. En même temps, on avait des éléments, une équipe de l'unité spéciale de la gendarmerie qui était située sur un véhicule blindé qui a dû faire une approche vers le taxi brousse pour permettre à ce que la colonne puisse effectivement avancer. Donc c'est cette colonne, c'est cet élément de contact situé sur le bastion, sur le véhicule blindé qui a permis autour de 6h, 7h d'abattre les 3 djihadistes. Oui, la question se pose donc, ça donne en même temps une réponse. Qui a concrètement abattu les djihadistes ces jours-là? Oui, je pense que la question n'est pas de savoir qui les a abattus. C'est vrai que oui, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est les forces françaises, c'est les forces américaines, c'est le Burkinabé. On a envie de savoir. Je pense qu'on n'a pas besoin de polémiquer là-dessus. C'est une manœuvre combinée. C'est vrai que l'élément de l'équipe mitrailleuse de l'unité spéciale de la gendarmerie sur le bastion qui était situé à proximité
était bien en position pour abattre effectivement les trois djihadistes. Mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'elle a bénéficié pour le troisième suspect d'une aide de tireurs des forces spéciales françaises. D'accord. Alors, la collaboration avec les populations autour de cette affaire, beaucoup de personnes se sont plaintes du fait que, bon, comme vous l'avez dit entre-temps, il y a eu beaucoup d'appels pour signaler les tirs sur Kwame Nkrumah, mais beaucoup de personnes qui ont rappelé aussi ont dit qu'on leur demandait un certain nombre de renseignements qu'ils ne pouvaient pas fournir et finalement cela les énervait. Comment en fait fonctionne, on peut dire, les numéros verts à votre niveau? Les numéros verts, nous avons 3 numéros verts au niveau de la sécurité. Il y a le 16 au niveau de la gendarmerie, le 17 au niveau de la police nationale et le 10-10 au niveau du Centre national de veille et d'alerte. Ces numéros verts fonctionnent au niveau de la police. Il y a un service qui reçoit les appels et qui oriente les forces en fonction de lieu où a été passé l'appel. Au niveau de la gendarmerie nationale, lorsque vous appelez le numéro 16, il vous oriente vers le lieu, l'unité de gendarmerie la plus proche de votre lieu d'appel. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de difficultés, mais le problème essentiel à ce niveau, c'est que les populations doivent comprendre que lorsqu'on prend la peine d'appeler les services de sécurité pour donner un renseignement, pour déclencher une alerte, il faut être le plus précis possible pour pouvoir permettre à ces services de travailler. Lorsque, par exemple, vous appelez, que vous dites que ça tire au centre-ville, il est difficile dans l'immédiat pour celui qui doit déclencher l'alerte d'envoyer des forces au centre-ville. Le centre-ville est très vaste. Donc, ça fait que lorsque vous prenez cette peine-là, il faut prendre le soin, il faut accepter qu'on vous pose un certain nombre de questions. C'est la réponse à ces questions-là qui va favoriser, qui va aider les forces à être efficaces sur le terrain. D'accord. Alors, ces jours-là également, il y avait beaucoup de journalistes sur le terrain. Alors, la collaboration entre gendarmes, policiers, journalistes n'est pas toujours facile. Alors, comment ça s'est passé ce jour-là avec les hommes de la presse? Je pense que c'est vrai que c'est pas toujours évident entre ces deux professions, mais nous comprenons que chacun a un travail au profit des populations. Les populations ont besoin d'être informées et nos amis de la presse sont là pour ça. En même temps, nous sommes là pour assurer la sécurité des populations. Je pense que ce jour-là, il n'y a pas eu d'incident majeur qui se soit déroulé entre les forces de sécurité et la presse. Parce que c'est vrai que des fois, on dit aux journalistes de ne pas aller dans cette zone, mais c'est pour leur sécurité qu'on leur demande de ne pas franchir telle ligne. On leur demande souvent, parce qu'on voit des éléments qui passent en antenne, et faites attention, ne situez pas telle personne dans tel hôtel parce que ça peut poser un problème. Donc, ce sont ces genres de choses-là qu'on peut peut-être décrire, mais je pense que d'une manière générale, ce jour-là, quand même, les rapports n'ont pas été très conflictuels. Je crois que ça s'est même passé d'une manière générale, sans entrer dans les détails. D'accord. Alors, un appel à lancer donc à la population burkinabé. L'appel, c'est toujours le même. Pour la gestion de ce genre de situation. Oui, c'est vrai que nous sommes... D'une manière générale, personne au Burkina Faso n'est habitué à ce genre de choses. C'est la première attaque de ce genre. Et il faut que on se dise que ça doit être la traque contre ce genre de situation et doit être dans le quotidien de chacun des Burkinabés. On doit se dire que tous les jours, je peux tomber sur une situation, je peux constater un détail, je peux entendre quelque chose, je peux voir quelque chose qui peut être suspect et déclencher l'alerte, appeler les forces de sécurité parce que j'ai vu quelque chose de précis peut permettre de sauver des vies. Donc, c'est dire aux gens, il faut que les gens soient très vigilants, il faut observer et il faut être en mesure à chaque fois d'appeler les forces de sécurité et ne pas se décourager lorsqu'on vous demande de préciser les détails parce que il y va de l'efficacité de l'intervention des forces de sécurité sur le terrain. Merci à vous, capitaine Guy Hervé Yé, directeur de la communication et des relations publiques de la gendarmerie nationale pour toutes ces informations liées à l'attaque terroriste à Ouagadougou le 15 janvier 2016. La suite du journal en Syrie, 3 attentats revendiqués par l'État islamique ont fait une 60aine de morts et une 100aine de blessés.
En Syrie, au moins 45 personnes ont été tuées et 110 blessées dans une triple explosion près du sanctuaire chiite de Sayeda Zenab, dans la banlieue sud de Damas. L'État islamique a revendiqué l'attentat. Une voiture piégée a explosé d'abord à un arrêt de bus où de nombreux voyageurs attendaient. Ensuite, 2 kamikazes de Daesh se sont fait sauter au milieu de la foule paniquée. Cette zone très peuplée au sud de la capitale est un site de pèlerinage pour tous les chiites du monde musulman. La mosquée de Sayeda Zenab abrite le mausolée de l'une des petites filles du prophète Mahomet. Il y a un an, la mosquée avait déjà été la cible d'une attaque suicide avec 4 morts. Ce même mois, une explosion avait visé un bus de pèlerins libanais se rendant sur le site, tuant au moins 9 personnes. La commune de... On prend tout de suite la direction de Gawa, la capitale de la région du sud-ouest. Tout comme dans les autres villes du Burkina, le problème de logement pour les fonctionnaires et les particuliers qui veulent s'installer dans cette ville se pose avec acuité. Vétusté, rareté et flambée des prix des logements, c'est l'équation que doivent résoudre les fonctionnaires nouvellement affectés dans cette ville du Burkina. Le point avec Jean-Claude Sommet et Justin Karambiri. La commune de Gawa, province du Poni, comptait en 2008 30 931 habitants. De nos jours, la population va de plus en plus croissante et se trouver un logement quand on y arrive nouvellement est un véritable casse-tête chinois. Je viens juste d'arriver à Gawa et j'ai fait des pieds des grues pour pouvoir avoir cette maison que vous avez pu constater. Vous voyez, ce n'est pas plafonné de 1, de 2, la terrasse, la chape, elle est dégradée, le mur même est dégradé et soudé par moments, par-ci, par-là. Et vous voyez, la cour est très restreinte. Nous, en particulier, bon, nous sommes 4 dans la maison, il n'y a pas de WC. Bon, on parcourt presque 1 kilomètre pour aller chercher de l'eau. Et lorsqu'on a la chance de se trouver une maison, il faut une bourse qui pèse lourd, peu importe le standing de la maison. Si ce n'est pas le coût qui est exorbitant, c'est la caution ou l'avance qui donne les migraines. Quand je suis arrivé, le bailleur a demandé d'abord 2 mois d'avance. Puisque je n'ai pas connu celui qui est sorti, il semble qu'il payait 17 000. Et quand je suis arrivé, on m'a dit 30 000. Chambre salon, ils ont proposé le prix comme 7 500 avec avancement de 3 mois. Phénomène de mode ou abus, les raisons ne manquent pas pour justifier cette spéculation dans le domaine du logement. Il y a moins de lotissement, voilà, et donc il n'y a pas assez de parcelles. Et ensuite, comme je l'ai dit, l'État s'est désengagé. Donc le peu de personnes qui se sont engagées, et la demande est forte et l'offre est faible. Donc évidemment, ils font la spéculation, ils augmentent les prix pour faire leur business. Selon moi, le coût des loyers est inhérent à la cherté des parcelles. Ici à Gawa, pour acheter une parcelle, il faut débourser entre 4 et 6 millions de francs CFA. Le maçon aussi exige 325 000 francs pour construire une maison chambre-salon. Sinon, les prix du ciment et du sable sont abordables. Bon, c'est puisque la maçonnerie, il n'y a pas un prix fixe là-dessus. C'est en fonction du bailleur. Si moi je peux te faire un 2 chambres salon à 50 000, si toi tu dis non, ça t'arrange. Tu dis non, tu n'as pas 50 000, tu as 20 000 ou tu as 25 000. Si moi je peux le faire. Mais si il y a 50 000, tu dis il n'y a pas de problème, je le fais. Donc moi je vais le faire. Du reste, tous situent les responsabilités avec un doigt accusateur pointé vers l'État qui, disent-ils, doit prendre ses responsabilités. Sincèrement, il faut que l'avant-projet dont on a eu vent sur les logements, les bails, il faut que l'État revoie en fonction des zones, en fonction des standings de la maison et en fonction également de l'âge. Et que les contrats de bail soient effectivement signés. Parce que là aussi, quelque chose revient à l'État. L'État aussi, lui aussi, il fait partie aussi de nous. Lui aussi peut construire ailleurs et puis casser son prix aussi. Maintenant, s'il trouve maintenant, les gens ne prennent pas, et aussi ils seront obligés de casser pour eux aussi. Afin que les chefs-lieux de région comme Gawa, déjà défavorisés par la situation géographique, puissent accueillir des agents dévoués aux tâches qui sont les leurs, il appartient véritablement à chaque acteur de la chaîne du logement de prendre ses responsabilités à la grande satisfaction de tous.
La première édition de la semaine régionale du maraîchage du centre-ouest a débuté hier à Réau. Les producteurs de la région veulent à travers cette exposition vente des fruits et légumes valoriser les activités de contre-saison, mais également faire des affaires. Le point avec Urbain Sommet et Ernest Cambiré. Promouvoir les cultures maraîchères pour diversifier le régime alimentaire des populations et générer des revenus supplémentaires, le centre-ouest tient sa semaine régionale du maraîchage. Et c'est ici, à Réau, dans le Sanguier, où l'activité est passée identité culturelle de la localité, que les acteurs se retrouvent pour échanger sur comment instituer un cadre adéquat à même de stimuler les producteurs maraîchers vers une modernisation et une meilleure rentabilité de leur activité. C'est une activité principale au sein de notre région et pour atteindre la sécurité alimentaire, il faut forcément que nous puissions promouvoir la culture maraîchère. Avec une production de 120 000 tonnes attendue en 2016, le maraîchage occupe environ 17 000 ménages agricoles, mais la principale difficulté reste ici le problème d'écoulement de cette production au niveau régional. La tomate, ce n'est pas un produit qu'on peut conserver. Donc, les gens quittent et ailleurs, dans les pays voisins, venir nous imposer des prix. Ça veut dire qu'on vient t'imposer le prix d'une caisse à 160 000 francs et une semaine après, on vient te dire que la même caisse coûte 20 000 francs. Notre cri de cœur, c'est qu'on nous donne une opportunité d'écouler ou bien de transformation sur place. Nous ambitionnons de créer une plateforme pour mettre les gens ensemble et pour pouvoir échanger et développer des synergies et pour faire face aux contraintes du maraîchage. Carrefour de relations d'affaires donc entre acteurs et leurs partenaires, les 50 exposants ont à travers des communications, des panels interacteurs et l'aire d'exposition échangé, noué des contacts et renforcer leur capacité en matière de production. Les meilleurs d'entre eux pour cette campagne de production ont été primés en nature et en espèces. Et pour faire de la maraîchiculture, il faut de l'eau, chose qui manque cruellement aux producteurs de Bogandé en ce moment. Depuis la rupture du barrage de la localité, les maraîchers, les éleveurs, mais également les populations riveraines n'arrivent plus à mener leur activité comme il le faut. Le constat avec Alassane Kendrebego et Lambert Soma. Dans la nuit du 4 au 5 septembre dernier, la digue du barrage de Bogandé cédait sous la pression de l'eau. Près de 5 mois après, voici ce qui reste de l'infrastructure. Jadis poumon économique de la localité, le barrage n'existe que de nom, laissant dans le désarroi les riziculteurs qui exploitaient les 95 hectares en aval de l'infrastructure. Tous ceux qui exploitaient le bas-fond n'avaient pas d'autre champ. C'était leur seule activité. Depuis la rupture de la digue, la famine nous guette. Nous vivons des moments très difficiles. Présentement, nous ne savons quoi faire. Sur les 380 tonnes de riz attendues, presque rien n'a été engrangé par les 322 riziculteurs. Un peu plus de 17 millions de nos francs, ce sont les bénéfices que percevaient les jeunes maraîchers chaque saison. Cette année, c'est l'amertume. Présentement, c'est difficile seulement. On était au nombre d'environ 966 personnes qui produisent, qui sont des maraîchers ici, au périmètre ici. Mais présentement, beaucoup de jeunes ne sont plus à Bogandé ici. Ils sont partis dans les sites d'or. Vraiment, la vie est devenue difficile ici. En dehors de cette mare et de quelques puisards creusés dans le lit du barrage, abreuver le bétail est un casse-tête pour les éleveurs, de même que les riverains. Aujourd'hui, par manque d'eau, nos animaux sont à 30 km d'ici, car il n'y a pas d'eau pour les abreuver. C'est au niveau du barrage qu'on payait nos légumes. C'est là également que nos enfants faisaient la lessive. Maintenant, ce n'est plus possible. Face à cet environnement quelque peu terne, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. Une rencontre de réflexion, la réhabilitation de la digue du barrage de Bogandé a été organisée par le Haut Commissaire de la province, regroupant tous les ONG, projets, associations et même les bénéficiaires. Il y a le projet Valpap qui s'est engagé
un temps soit peu pour colmater la brèche. Colmater la brèche de cette digue est plus que capital pour la bonne marche de l'activité économique à Bogandé. Mais pour la pérennité de ce barrage, une réhabilitation totale s'impose quand on sait que c'est la deuxième fois que la digue cède. Pour booster son économie et lutter contre le chômage des jeunes, le Burkina a créé des pôles de croissance, notamment Bagrépôle et le pôle de croissance du Sahel en cours de réalisation. La théorie de la polarisation a été expliquée aux étudiants à travers une conférence publique initiée par la Société des savoirs en géographie. Daouda Ouattara, Ismaël Diloma, Sirima. Des étudiants captivés par un exposé sur les pôles de croissance. Le directeur des pôles de croissance et de compétitivité donne des détails sur la théorie de la polarisation. Il estime que les réalités locales doivent être prises en compte dans l'élaboration des politiques des pôles de croissance et qu'il faut travailler à éviter les fuites de capitaux ainsi que la faible responsabilisation des régions. Ce qui est attendu des pôles de croissance, c'est de pouvoir donc véritablement structurer l'appareil de production et c'est aussi de pouvoir donc diversifier et accroître la production et en tout cas contribuer donc à améliorer donc la sécurité donc alimentaire et accroître aussi les recettes publiques. Cette conférence entre dans le cadre des activités de la Société des savoirs en géographie, une association qui a vu le jour en juin 2015. On a senti depuis un certain moment que l'analyse géographique aussi manque dans certains aspects. Donc nous avons voulu quand même créer cette association pour voir comment est-ce qu'on pourrait promouvoir peut-être cette expertise. La Société des savoirs en géographie compte ainsi faire des plaidoyers